Vous annoncez une réduction de plus de 100 000 immigrants au Canada. C'est donc une rupture dans les discours passés. Est-ce qu'on peut déduire que les anciennes cibles étaient trop élevées? Bien, je pense qu'on peut avoir une conversation honnête sur l'ambition de ces chiffres puis le volume d'immigrants, de résidents permanents qui venaient au pays. L'impact que ça avait sur l'abordabilité en général, ce n'est pas le seul facteur, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, j'ai déposé un plan aux côtés du premier ministre qui, je pense, répond à plusieurs inquiétudes des Canadiens, notamment ce souci du flux important au cours des dernières années. Je pense que c'est un plan qui est raisonnable, qui ne va pas causer des torts à l'économie et qui va encore assurer le pays, le Canada, les Canadiens, que c'est un geste responsable pour le système d'immigration qui, on le sait tous, c'est le consensus sur l'immigration qui est menacé au Canada. On ne fait pas exception avec plusieurs pays, mais je pense qu'on a encore un consensus positif envers l'immigration, mais c'est un consensus qui est de plus en plus questionné par les Canadiens. Donc, je pense que c'est un plan qui est responsable pour les 3 prochaines années. Bon, justement, vous l'avez dit, c'est questionné. Alors, on a vu récemment 2 sondages qui démontrent que les Canadiens souhaitent une réduction des cibles d'immigration. Alors, est-ce que cette mesure annoncée aujourd'hui n'est pas purement électoraliste? Non, contrairement, ça fait quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis le dernier plan. Les gens qui sont impliqués dans la rédaction de ce plan savent que ce n'est pas quelque chose qu'on fait durant le cours d'une fin de semaine. C'est un exercice pédagogique, intellectuel qu'on fait en consultant des économistes, des acteurs économiques, des chambres de commerce, des individus. Et oui, on ne gouverne pas nécessairement par les sondages, mais c'est sûr qu'on fait constat du fait que les gens sont interpellés, concernés par le flux de migration important qui s'est effectué au courant des dernières années. C'est quand même toujours un plan ambitieux dans la mesure où ça reflète un peu les cibles de 2020. Et je pense que c'est juste pour la conjoncture économique aujourd'hui au pays qui est encore très différente de celle qui sévissait il y a même une année. Donc, je pense que c'est responsable. Ça montre qu'on exerce un contrôle et un plan raisonnable mis de l'avant pour les Canadiens. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez améliorer avec la réduction des seuils? Est-ce que c'est, par exemple, réduire la crise du logement qu'on retrouve dans plusieurs provinces? Est-ce que c'est ça l'élément moteur de cette mesure-là? Bien, le plan cette année fait quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire qu'il intègre un portrait plus exact de la population puis de la migration au Canada. Je m'explique. Pour la première fois, on intègre les travailleurs temporaires, les mesures qu'on prend pour réduire les travailleurs temporaires qui sont ici au pays, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui sont des travailleurs étrangers temporaires dans les champs, dans la transformation de l'agriculture, pour montrer aux Canadiens justement ce qu'on fait pour les 3 prochaines années. Et donc, ça montre ce cible de réduction de 7 à 5 qui, oui, va avoir un impact sur le logement, l'abordabilité, le besoin de construire plus de logements. On estime qu'avec ces mesures, on a 670 000 unités qui n'auront pas besoin d'être bâties. C'est important, c'est significatif. Puis je pense qu'au final, avec les besoins qu'on a en immigration puis l'importance de l'immigration au Canada, c'est raisonnable. Je noterai même dans les sondages que vous citez que dans ma province, les attitudes les plus positives se trouvent envers l'immigration, mis à part le fait qu'il y a une instrumentalisation du débat dans l'arène politique. Est-ce que ça risque pas, par contre, d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs? Je pense en santé, par exemple, mais pas que ça. Bien, dans le domaine de la santé, c'est très juste. Dans le domaine de la construction, il va quand même devoir s'assurer qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur. On sait très bien qu'on ne peut pas les former uniquement au Canada. Donc, il s'agit de pouvoir ajuster puis d'être très ciblé dans notre façon de bien gérer le système d'immigration. Donc, si c'est des enveloppes dédiées aux travailleurs en santé ou des enveloppes qui sont dédiées aux gens qui viendraient ici pour construire, c'est quelque chose que je regarde, qu'on met en œuvre déjà, puis on va continuer. On ne veut pas endommager l'économie, mais ce que les Canadiens nous demandent, c'est d'être plus rigoureux dans notre façon
de faire cette migration de façon contrôlée, de bien arrimer l'offre et la demande. Alors, M. Legault, premier ministre du Québec, demande depuis longtemps une réduction des seuils d'immigration. Alors, est-ce que cette mesure lui donne raison aujourd'hui? Bien, c'est pas le seul. Et fait très important à noter, le Québec, depuis l'entente Canada-Québec des années 90, contrôle l'entièreté des résidents permanents au Québec. Le Québec fixe ses résidents permanents. Il fixe la moitié, de façon directe ou indirecte, des travailleurs temporaires. M. Legault a toujours dit qu'il y avait un plan de réduire les travailleurs temporaires. On ne l'a jamais vu. Pendant ce temps-là, le fédéral mettait de l'avant pour l'entièreté du Canada, y compris le Québec, un plan de réduction des travailleurs temporaires. Alors, il a beau dire ça sur la place publique, mais il faut bien que les bottines suivent les babines. Et vous annoncez du même souffle aussi aujourd'hui une augmentation des immigrants francophones un peu, là, de 8,5 à 10 à peu près. Pourquoi c'est important? Moi, je pense que le fédéral a un rôle très important dans quelque chose qui relève de notre identité nationale, c'est-à-dire le caractère bilingue de notre pays. Ce n'est pas égal à travers le pays. On a toujours, comme gouvernement fédéral, plus ou moins failli à cette tâche de s'assurer qu'il y avait une immigration, des enveloppes précises pour s'assurer que les petites communautés, souvent francophones, que ce soit dans le pays d'insules acadiennes, les franco-ontariens, que ce soit les franco-manitobains, j'ai visité beaucoup de communautés, peuvent avoir accès à une immigration francophone. Il faut que ça se fasse comme du monde, mais ça prend d'abord du volume et on n'a jamais pu vraiment atteindre plus que le 3-4 de peine et de misère. On a atteint 4 il y a 2 ans. 6 cette année, c'est pas rien, 50 d'augmentation. On compte augmenter vers 10 dans les prochaines années. Alors, c'est très important, mais comme les gens me disent, que ce soit à Caraquette ou dans d'autres parties de l'Acadie, il faut que ça soit bien fait, il faut qu'il y ait du logement, il faut que la province soit là à l'appui. J'ai beaucoup d'espoir avec le nouveau gouvernement au Nouveau-Brunswick, mais ça prend toutes les provinces et le gouvernement fédéral à l'appui pour s'assurer que ces gens-là puissent rester, ont un bon boulot et puissent s'intégrer à ces communautés qui sont souvent très petites. Il y a quand même des gens qui sont en attente de traitement, là, qui sont ici aujourd'hui, qui doivent commencer à s'inquiéter après cette annonce. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, c'est pas sans surprise que le Canada est un pays d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici. C'est pas tout le monde qui en a le droit. Pour les gens qui ont, en bonne et due forme, remis leur formulaire, on accélère ces demandes depuis une année. Il y a des résultats à l'appui. C'est sûr qu'avec l'achalandage, avec le flux de gens qui postulent pour être des résidents permanents ou des résidents temporaires, le flux immense auquel fait face mon ministère a un impact sur les délais de traitement. Avec ces réductions, et puis il y a peut-être du positif aussi. Alors, je suis très conscient de ces délais et de l'impact que ça peut avoir sur les gens, mais on y travaille. Puis le dernier rapport du vérificateur général note cette amélioration, mais il y a beaucoup de travail à faire, et puis ça continue. En terminant, M. Miller, quelques secondes encore, vous savez, le leadership, la question du leadership de M. Trudeau est sur toutes les lèvres continuellement ces temps-ci. Est-ce que ce n'est pas en train de devenir un sérieux problème pour le parti et pour le gouvernement? Bien, je pense que c'est une distraction envers la plus grande menace qu'il y a envers ce pays, c'est Pierre Poilievre, son discours toxique qui instrumentalise toutes sortes de gens, qui casse du sucre sur le dos des gens, qui blâment les autres. Je pense qu'au Québec, les gens veulent rien savoir de ce gars-là, mais dans d'autres parties du Canada, c'est pas le cas. Puis chaque instant qu'on passe sur ce gros nuage interne, c'est du temps qui est perdu sur Pierre Poilievre, puis ça devrait être l'emphase de notre parti. On a eu, puis j'ai été très critique envers certains membres de mon parti ces derniers jours, mais hier, en leur honneur, ils se sont exprimés de façon très honnête. C'est tout ce qu'on réclamait, qu'ils disaient les vraies affaires au premier ministre en pleine face. Ils l'ont fait. J'espère qu'on va pouvoir bientôt passer à autre chose. Merci, M. Miller, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, pour continuer sur le sujet, nous recevons Dai Diallo, vice-président politique de main-d'œuvre et intelligence économique au Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, M. Diallo. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Est-ce que cette annonce aujourd'hui, d'abord, vous surprend?
Ben, vous savez, c'est une annonce que l'on trouve surprenante d'une certaine manière, mais c'est surtout que depuis quelques jours, quelques semaines, il y a de nombreuses annonces qui ont été faites avec l'immigration au Canada. Dans les derniers jours, ça a été les travailleurs temporaires dont on a annoncé certaines restrictions qui venaient faire en sorte qu'il y en avait moins qui pourraient venir au Canada et au Québec dans les mois à venir et dans les semaines à venir. Et aujourd'hui, c'est l'immigration permanente. Donc, vous voyez, c'est de nombreuses mauvaises nouvelles que nous entendons aujourd'hui et qui font en sorte que nos membres, les entreprises, les employeurs ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Est-ce que le monde des affaires avait été consulté avant aujourd'hui? On a essayé de nous consulter un peu, mais on doit vous avouer que les messages que nous avons envoyés n'ont pas du tout été entendus. La semaine dernière, il y a eu un sommet de la main-d'œuvre qui a été tenu. On a pu très peu parler d'immigration temporaire et d'immigration permanente. On a envoyé des mémos au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, mais les employeurs aujourd'hui sont très inquiets parce que vous savez, les travailleurs temporaires, quand on parle d'immigration permanente, d'immigration économique, ce sont des gens qui viennent au Canada, au Québec, pour nous aider dans un contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre qui est quand même importante. Oui, elle s'est réduite depuis quelques mois, mais elle reste quand même historiquement importante. Et donc, ce sont des gens qui sont essentiels pour le développement économique de notre pays et du Québec. Alors, qu'est-ce que ça risque d'avoir comme conséquence sur le monde des affaires, cette réduction qui est quand même importante parce que c'est une réduction d'environ 20 Exactement. Donc, pour 2025, on parle à peu près de 100 000 personnes de moins avec les seuils d'immigration permanente au Canada. C'est à peu près 65 000 personnes dans les catégories de l'immigration économique. Donc là, on parle de dizaines de milliers de gens qui ne pourront pas venir au Canada et qui ne pourront pas aider nos entreprises avec un bassin de travailleurs plus important, plus qualifié, donc qui participeront au développement économique du Canada. Dans le cas du Québec, on doit quand même dire que nos seuils d'immigration depuis de nombreuses années sont plus bas, chose que l'on demandait d'augmenter dans les dernières années. Donc, le Québec devrait sûrement être moins impacté par ce qui vient d'être annoncé au niveau du gouvernement fédéral, mais reste que pour les entreprises canadiennes, c'est moins de travailleurs disponibles, des gens qui pourraient contribuer à créer plus de richesses économiques au Canada et au Québec, des gens qui sont essentiels. Je le répète, on a encore à peu près plus de 580 000 postes vacants au Canada, 140 000 au Québec, des taux de chômage qui sont historiquement bas, qui ont un peu augmenté, oui, dans les derniers mois, mais qui sont historiquement bas. Puis, vous savez, on parle en ce moment d'une reprise économique qui arrive, des taux directeurs de la Banque du Canada qui ont baissé, donc une croissance qui devrait revenir, une demande de travail qui doit être plus importante. Ce n'est pas le moment de réduire la capacité de nos entreprises à trouver des travailleurs. Alors, quels sont, selon vous, les secteurs névralgiques, là où ça aura un impact davantage, cette annonce d'aujourd'hui? On ne peut même pas parler de secteur névralgique. En fait, c'est l'ensemble de l'économie canadienne et québécoise qui risque d'être impacté. Ces travailleurs temporaires-là et ces travailleurs permanents par rapport à l'annonce d'aujourd'hui sont dans tous les secteurs économiques. On parle des secteurs qui livrent des services à la population comme la santé, comme l'éducation. On parle de secteurs de pointe comme les technologies de l'information. On parle de secteurs comme l'aéronautique, l'automobile. Donc, c'est des gens qui sont présents sur l'ensemble de notre activité économique. Et d'une certaine manière, c'est toute cette activité économique-là qui risque d'être affectée. Aujourd'hui, nous, au Québec, on voit des entreprises qui sont en train de réfléchir à est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à croître au Québec, parce que si on ferme les vannes de l'immigration temporaire de travail et que maintenant on est en train de réduire aussi l'immigration économique permanente, on risque d'avoir de nombreux problèmes dans les mois à venir qui risquent même d'entraîner certaines fermetures d'entreprises qui vont devoir quitter le pays pour pouvoir continuer à croître. Bon, alors, c'est ce que vous entendez de la part des entrepreneurs? J'imagine que vous leur parlez régulièrement. Les gens qui sont membres chez vous, par exemple, c'est ce qu'ils vous disent? Oui, exactement, c'est ce qu'ils nous disent. On a un son de cloche qui est extrêmement alarmant. Aujourd'hui, quand on regarde au pays, quand on regarde spécialement au Québec, c'est une pénurie de main-d'œuvre qui est quand même importante. C'est des entreprises qui font le nécessaire pour trouver des gens ici. Vous savez, avant de recruter à l'étranger ou de se tourner vers l'immigration permanente économique à venir, c'est des gens qui essayent de recruter ici au Canada et au Québec. Ils sont obligés d'afficher leur poste. Ce sont des gens qui font des efforts pour retenir des travailleurs expérimentés, pour aller chercher des jeunes personnes, pour aller chercher des gens qui sont éloignés du marché du travail, comme les personnes en situation de handicap. Mais une fois que toutes ces mesures-là sont mises en place, il y a encore des enjeux qui font en sorte qu'ils sont obligés d'aller chercher du monde. Donc, ça va vraiment mettre à mal notre marché du travail. Donc, c'est une décision qui risque d'être très négative.
Alors, comment vous expliquez que ça a eu lieu, cette annonce aujourd'hui, qu'on aille dans cette direction-là? Est-ce que c'est une mesure purement électoraliste, vous pensez? Mais vous savez, on est vraiment dans une situation qui est très compliquée quand on parle d'immigration depuis quelques mois au Canada. Il y a eu très clairement un moment où, de par certaines formes de pression, peut-être sociale et politique, nos gouvernements, autant au fédéral qu'au provincial, quand on parle du Québec, ont décidé de se retourner de bord parce que depuis quelques années, depuis la pandémie, en fait, certaines mesures avaient été prises parce qu'on a ce marché du travail-là, cette situation économique-là qui était compliquée, qui nous avait permis d'aller chercher plus de monde, mais ces décisions-là, aujourd'hui, on est en train de rétro-pédaler, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Oui, le marché du travail s'est un peu amélioré, mais cette situation-là n'a pas changé. Mais ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que l'immigration fait partie de la solution. Il se peut qu'on ne ferme pas les yeux. Oui, il y a des enjeux en termes de logement, mais l'immigration n'est pas la principale raison pour laquelle il y a une pénurie de logement au Canada. Les immigrants peuvent participer à la solution avec une meilleure présence dans des secteurs comme ceux de la construction. Puis les immigrants sont une richesse économique pour le Canada. L'essentiel, c'est qu'on puisse s'asseoir et que toutes les parties prenantes soient écoutées pour trouver les meilleures solutions possibles pour permettre aux immigrants de mieux s'intégrer dans notre système économique et social au bénéfice de l'ensemble de la société. Merci beaucoup, M. Diallo, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et une bonne suite. Alors, comment réagit-on au Québec à l'annonce de cette nouvelle aujourd'hui? Nous posons la question, et plusieurs autres d'ailleurs, à l'analyste Louis Lacroix. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Alors, est-ce que ça a été bien reçu à Québec, cette annonce-là, aujourd'hui, de la part de M. Legault, de la part de M. Roberge, par exemple? Bien, ça a été reçu assez froidement, en ce sens que, bon, on trouve que c'est un départ, mais c'est peut-être pas suffisant, là, en regard de ce que demande Québec, notamment avec les demandeurs d'asile. Ça, c'est la question la plus importante pour Québec. Mm-hmm. Mais ce qu'on a dit, entre autres, c'est que de réduire, par exemple, les demandeurs, les immigrants, en fait, réguliers chez nous, ben on le contrôle déjà, nous, au Québec. Alors, donc, ça change pas grand-chose pour le Québec que cette décision-là du gouvernement Legault, du gouvernement Trudeau, pardon. Mais surtout, ce que ça vient faire, c'est de réduire un peu le poids relatif du Québec au sein du Canada, des autres provinces. Alors ça, c'est un peu la grande question. Mais surtout, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, a dit, c'est bien beau, on a travaillé sur certains aspects de l'immigration qui touchent le Québec, mais il n'y a rien dans ce qui a été proposé sur les demandeurs d'asile. Et ça, on sait que c'est la question la plus importante pour le gouvernement Legault, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec les 160 000 demandeurs d'asile qui sont sur le territoire québécois, au point où François Legault avait demandé, là, il y a 2 semaines, à ce qu'on prenne la moitié de ces gens-là pour les transférer vers d'autres provinces, qui évidemment a été mis de côté là, par M. Miller. Ça avait été bien mal reçu aussi, cette déclaration-là, il faut dire. Il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de nous dire, dans cette question assez complexe-là. Qu'est-ce qui, pour M. Legault ou M. Roberge, qu'est-ce qui aurait été acceptable ou un peu plus acceptable? Ouais. Ben, je pense que ce qu'on veut ici du côté de Québec, là, c'est vraiment la question des demandeurs d'asile. Et encore une fois, j'ai posé la question à savoir si cette déclaration à laquelle on faisait référence tout à l'heure de M. Legault, si c'était toujours dans les demandes de Québec vis-à-vis Ottawa. M. Roberge a refusé de répondre aujourd'hui, mais on sent que c'est vraiment les demandeurs d'asile qui sont au cœur, justement, des demandes du gouvernement de François Legault et du ministre Roberge, le ministre de l'Immigration. Parce que c'est ça qui fait mal au Québec, selon eux, parce que ça vient, bien sûr, mettre un poids sur les services qui sont donnés par le gouvernement du Québec, notamment en santé, mais en éducation aussi. Et surtout, et c'est la question actuelle, sur les cours de francisation qui sont donnés au Québec. On a doublé les budgets en francisation qui sont passés de 54 millions à 104 millions au cours de la dernière année. Et malgré ça, il y a encore des gens au Québec, là, des immigrants qui viennent chez nous et qui n'ont pas accès à des cours de francisation parce que, selon Jean-François Roberge, les places sont occupées par des demandeurs d'asile que le Québec n'a pas choisi finalement. Mm-hmm. Mais pourtant, ce que dit M. Trudeau, c'est qu'il demande un plan à M. Legault depuis des mois et que ça n'arrive pas, ce plan-là. Comment on explique ça, ce délai?
Bon, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, dit que d'abord, il y a eu des annonces qui ont été faites au mois d'août pour réduire le nombre de travailleurs temporaires. Lui dit qu'il répond donc à une partie des demandes d'Ottawa là-dessus. Et il y a un projet de loi qui a également été présenté il y a quelques semaines pour abaisser le nombre d'étudiants étrangers en territoire québécois. Et M. Roberge dit ça, c'est l'autre partie. Mais là, on nous demande de présenter un plan qui va arriver en 2025. Mais pour l'instant, dit-il, il y a ces deux mesures-là qui sont une réponse, si on veut, à ce que demande Justin Trudeau à chaque fois qu'il dit que le gouvernement québécois doit aussi faire sa part. Alors, M. Roberge dit, on fait déjà notre part en ce sens, mais là, maintenant, la balle est dans le camp du fédéral sur la fameuse question, j'y reviens encore une fois, des demandeurs d'asile, parce que c'est vraiment la question au Québec là, qui fait litige. Bon. Parlons, si vous voulez bien, d'une autre affaire, et celle-là fait couler beaucoup d'encre en ce moment au Québec. C'est celle de l'école Bedford à Montréal. Il y a un groupe, on sait, d'une dizaine d'enseignants qui a fait régner un climat de terreur dans l'école pendant des années. Ils ont été suspendus, d'ailleurs, récemment. On commence à se demander, et c'est une question qu'on a vue, ça, un peu dans la presse, là, s'il ne doit pas y avoir un ordre des enseignants au Québec. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Bien, c'est une question qui revient souvent, l'ordre des enseignants. En fait, le problème de l'école Bedford n'est peut-être pas tant de ce côté-là. Ce qu'on note, c'est que tous les mécanismes pour éviter que cette situation-là se présente existent, mais est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle au niveau gouvernemental pour que les mécanismes, justement, préviennent ces questions-là? Alors, bien sûr, on a une loi sur la laïcité. Est-ce que les règlements du gouvernement sont suffisants pour s'assurer que cette loi-là soit respectée? Il y a les comités cette semaine, là, M. Drainville, le ministre de l'Éducation, avait mis en place 11 comités, un par enseignant qui sont visés par justement ces enquêtes-là. Et les comités en sont venus à la conclusion que la loi sur la laïcité avait été bafouée dans son état actuel. Or, est-ce que les mécanismes pour s'assurer que la loi soit respectée existent? Ça, c'est une des questions qui a été posée par l'opposition cette semaine en disant on a déjà des mécanismes, c'est bien beau de vouloir renforcer la loi sur la laïcité en regard de ce qui s'est passé à l'école Bedford, mais est-ce qu'on est capable au moins de s'assurer que les règles actuelles préviennent des situations comme celle-là? Il y a également la question de toute l'accréditation syndicale de ces enseignants-là. Est-ce que le syndicat a bien joué son rôle? Parce qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été logées, mais quand même, ces événements-là se sont poursuivis sur une période de 7 ans. C'est long, là. Et donc, est-ce que la grande question, c'est de savoir est-ce que les mécanismes en place sont suffisants? Et ça, ben, c'est le travail que va devoir faire le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration également, et de la laïcité, là, pour s'assurer, pour voir en fait si les mécanismes actuels sont suffisants. Il faut mentionner également, dans ce cas-ci, que vous avez dit tout à l'heure que les 11 enseignants étaient suspendus. C'est vrai, mais on a même suspendu leur brevet d'enseignants. Donc, ils ne peuvent plus enseigner jusqu'à preuve du contraire, ces 11 personnes-là qui sont d'origine maghrébine et qui auraient fait régner une espèce de... On a parlé, là, M. Legault a dit cette semaine qu'ils avaient essayé d'instaurer des règles de l'islamisme au sein de l'école Bedford. Il y a 3 autres écoles, de ce qu'on peut comprendre, là, qui sont également sous enquête au Québec. C'est une question qui est très importante pour le gouvernement de François Legault, mais pour l'ensemble, en fait, des partis politiques cette semaine-là, où on a dit, ben là, il est question de la sécurité des enfants dans les écoles, et ça, c'est une question prioritaire à laquelle, justement, on doit essayer de trouver des solutions. Il y avait même une question de proximité avec des mosquées autour de l'école et beaucoup d'échanges entre les mosquées et l'école. On en a peu parlé, mais il y a aussi tout le concept et toute la loi, en fait, sur l'instruction publique qui semble avoir été mise en péril. Parce que ce qu'on dit, c'est que ces enfants-là n'ont pas reçu l'éducation à laquelle ils avaient droit pendant des années, vous l'avez dit. Est-ce qu'on devrait aussi resserrer cette loi-là? Bien, en fait, c'est tout ce qui est en train d'être observé ou d'être analysé par le gouvernement du Québec en ce moment, là.
par M. Drainville, mais aussi par M. Roberge. Est-ce qu'on doit resserrer ça? Est-ce qu'on met... On sait que la loi en tant que telle existe, mais au plan réglementaire, est-ce que le gouvernement a les moyens, justement, de ses ambitions, d'appliquer, si on veut, les règles qui sont déjà prévues dans la loi? C'est là-dessus là, qu'on va devoir qui doit les faire se pencher. Et qui doit les faire appliquer? Exactement, et qui doit... Tout à fait, parce que M. Drainville a dit une chose très importante. Il a même dit cette semaine, quand on regarde la loi sur l'éducation, l'intégrité physique et morale des enfants a même été remise en question à certains endroits. Alors, c'est quand même là des faits qui sont très inquiétants. Surtout, bien sûr, Marois Risky le mentionnait hier en Chambre, il est question de la sécurité des enfants et pour ça, il faut absolument s'assurer que tout le monde travaille main dans la main pour essayer de faire avancer cette loi. C'est tellement vrai qu'on a même vu le Parti libéral se mettre d'accord avec le Parti québécois sur la question du financement des écoles religieuses au Québec. Alors, c'est quand même... on voit là, que ça transcende bien souvent les enjeux partisans dans bien des cas. Parce que c'est des ennemis, bien sûr, depuis des années, le Parti québécois et le Parti libéral, mais sur certaines questions, on transcende la partisanerie. Oui, et c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Louis, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 24 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.